Dans les années qui ont suivi l'assassinat de John F. Kennedy, le procureur Jim Garrison a poursuivi une enquête parallèle à celle de la commission Warren. L'un des aspects les plus troublants de ces dossiers concerne les multiples hommes, souvent d'origine latino, qui ont accompagné Lee Harvey Oswald dans ses déplacements avant le drame de Dallas. Il apparaît que le FBI avait bel et bien reçu plusieurs signalements indiquant qu'Oswald avait été approché et vu à plusieurs reprises en compagnie de mystérieux Cubains à la Nouvelle-Orléans. Ces individus, totalement inconnus de la communauté d'exilés locale, surgirent pour un temps bref, puis disparurent aussi soudainement qu'ils étaient apparus, sans jamais réapparaître. Ces signalements furent pris au sérieux. Ils émanaient à la fois de sources internes au FBI et de témoignages directs, notamment ceux d'Ores Peña et d'Ernesto Rodriguez. Les interactions d'Oswald avec ces Cubains non identifiés, à la Nouvelle-Orléans puis plus tard à Dallas, furent l'objet de discussions récurrentes dans les cercles locaux et éveillèrent un intérêt si vif qu'elles devinrent l'un des premiers axes d'investigation explorés par le procureur Jim Garrison. Ce dernier dépêcha même des enquêteurs à Miami afin de tenter d'en établir l'identité. Hélas, cet effort fut rapidement compromis, d'abord par les premiers contacts, hautement suspects, entre Garrison et certains membres influents de la communauté anticastriste de Miami, en particulier Bernardo de Torres, ensuite par les fuites médiatiques qui exposèrent publiquement les intentions de l'enquête. Plus fondamental encore, nous sommes désormais en mesure d'établir que de nouveaux arrivants en provenance directe de Miami, tous affiliés à la branche militaire du DRE, vétérans aguerris des missions maritimes conduites pour le compte de la CIA, se trouvaient effectivement à la Nouvelle-Orléans au moment précis où Oswald y menait ses premières interactions avec le chapitre local du DRE, en se présentant faussement comme un militant anticastriste. Ces éléments apparaissent alors que les instructions venues du quartier général du DRE en Floride demandaient expressément à Carlos Bringuier, responsable local, de tester Oswald en lui faisant rencontrer des personnes se présentant comme des partisans de Castro ou des agents secrets cubains. Dans ce contexte, la présence continue d'agents chevronnés autour d'Oswald ne saurait être fortuite. Si l'on considère l'importance que le DRE commençait à lui accorder dans sa stratégie de propagande, il devenait non seulement pertinent de surveiller ses moindres faits et gestes, mais également de maintenir un contact, voire de le manipuler activement. Rétrospectivement, le fait que des individus liés au raid du FBI à la Combe, ainsi qu'à une mission d'attentat avorté, aient pu livrer des détails non seulement sur le passé d'Oswald, mais aussi sur ses déplacements après son départ de la Nouvelle-Orléans, revêt une signification capitale. Ces éléments laissent fortement entrevoir qu'une transformation s'était engagée. Celle d'Oswald, jeune exalté aux sympathies pro-castristes, en une figure ambiguë, soigneusement façonnée par ces mêmes individus, pour incarner un danger idéologique, un levier potentiel dans un récit plus vaste, aux implications géopolitiques explosives. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur ces mystérieux Cubains qui pourraient à leur tour désigner les véritables assassins de JFK, recensés par le chercheur Paul Blow dans son article intitulé « The Garrison Files and Oswald's Escort ». Ensemble, nous allons nous pencher plus précisément sur les cas numérotés 11, 25, 26 et 28 pour tenter de mieux comprendre qui étaient ces hommes de l'ombre et ainsi les identifier. L'escorte numéro 11, l'homme trapu au cou épais. Durant l'été 1963, Oswald s'est rendu à plusieurs reprises, entre 3 et 5 fois, dans le bureau de l'avocat Dean Andrews. Et à chaque visite, il était accompagné d'un latino assez petit, trapu à la carrure athlétique, avec un cou épais et les cheveux coupés très courts. Andrews le décrivait comme un homme silencieux, ne parlant qu'espagnol, mais qui savait se battre si besoin. Dans une autre déclaration, Andrews ajoutait que cet homme mesurait environ 1,62, avait un teint particulièrement sombre, comme un Indien, et une musculature impressionnante, malgré sa petite taille.
2 hypothèses proposées pour identifier cet homme. La première, Antonio Tony Soto, vétéran de la baie des Cochons et pilote de l'armée de l'air. Musclé et mesurant lui aussi 1,62 m, Soto était impliqué brièvement dans le projet AIM-World avant de partir au Congo fin 1963. Mais sa couleur de peau ne correspondait pas tout à fait à la description donnée par Andrews. Cette hypothèse fut proposée par l'enquêteur Harold Weisberg, décédé en 2002. La seconde, plus convaincante, Acelo Pedroso Amores. Lui aussi, vétéran de la baie des Cochons, il se trouvait à la Nouvelle-Orléans à l'été 1963, avec d'autres Cubains anticastristes, dans le camp de McLeany. Pedroso faisait ensuite partie des commandos de Rafael Chichi Quintero, dans le cadre du projet AIM-World. Il sera lui aussi envoyé au Congo. Cette dernière hypothèse est actuellement proposée par David Boylane et moi-même. L'escorte numéro 25, Leopoldo et Angelo. Le 25 septembre 1963, aux alentours de 21 h, 3 individus se présentent à la porte de Sylvia Audio, une jeune femme exilée à Dallas. 2 d'entre eux affirment être membres du groupe anticastriste Dieu Ray. Le 3e, plus discret, est présenté comme un certain Leon Oswald. Sylvia ne lui adresse que quelques mots de politesse. Elle n'a aucune idée de qui il est réellement. Le lendemain, l'un des visiteurs la rappelle. Il se présente sous le nom de guerre Leopoldo. Il essaie visiblement de la séduire, la complimente sur son apparence, mais très vite, il oriente la conversation vers l'Américain qui les accompagnait. Il le décrit comme un ancien marine, un tireur d'élite, un homme capable d'accomplir des missions clandestines, même de tuer Fidel Castro s'il le fallait. Il le décrit aussi comme extrêmement critique envers Kennedy, allant jusqu'à dire que les Cubains auraient dû l'abattre après l'invasion de la baie des Cochons, mais qu'ils n'avaient pas eu le courage de le faire. Sylvia est troublée. Qui sont vraiment ces hommes? Comment ont-ils obtenu des informations personnelles sur son père? Elle en parle à celui-ci dans une lettre. Amador Audio, ancien magnate du transport routier à Cuba, aujourd'hui exilé et farouche opposant à Castro, lui répond. Il lui assure qu'il ne connaît pas ces individus et qu'ils n'ont pas été envoyés par lui. Il l'avertit de ne surtout pas leur faire confiance. Ce n'est qu'après l'assassinat de JFK en décembre 1963 que Sylvia fait le lien. Elle déclare au FBI être certaine que Leon Oswald était identique à Lee Harvey Oswald, d'après les photographies qu'elle avait vues de ce dernier. Sylvia Audio décrit les 2 Cubains. Le plus petit des 2, trapu, mesurait environ 1,70 m pour 77 kg, avec une sorte de cicatrice au-dessus de l'œil gauche. Le second, Leopoldo, était beaucoup plus grand, 1,80 m, 75 kg environ, athlétique. Tous 2 avaient l'air mexicains. La plupart des Mexicains étaient métissés d'Espagnols et d'indigènes variés, Aztèques, Mayas, Zapotèques, etc. Ces 2 descriptions correspondent étonnamment bien à Carlos Hernandez et Victor Espinoza Hernandez. Carlos mesurait 1,70 m, pesait 84 kg et présentait un kyste au-dessus de l'œil gauche. Victor mesurait 1,80 m, pesait 77 kg et avait le teint basané, les pommettes saillantes, un nez long et plat. Une apparence que certains décrivaient comme légèrement indienne. Carlos et Victor faisaient partie d'un cercle très restreint de combattants anticastristes entraînés par la CIA. Tous 2 avaient été sélectionnés pour des missions spéciales avant le débarquement de la baie des Cochons. Lee s'était infiltré à Cuba avant l'invasion, puis exfiltré avec succès. Carlos Hernandez notamment faisait partie de la délégation du DRE
envoyé au Festival mondial de la jeunesse à Helsinki en 1962, dans le cadre d'une opération de propagande supervisée par Rose Crozier depuis la base de JM Wave. À l'automne 1963, Carlos s'était intégré au projet AM World, sous la direction de Rafael Quintero. Il faisait partie du groupe des Commandos de Quintero, une équipe spécialisée dans les opérations de guérilla. Ces hommes étaient donc formés à la clandestinité, à l'infiltration, à l'assassinat. Victor, lui, se décrivait comme un playboy. Son dossier personnel à la CIA mentionne explicitement cette expression « étudiant playboy ». Il sortait à Cuba avec Rolando Cubella, le fameux Amlash 1 dans le boîte de nuit. Son surnom, Papucho, ce qui signifie en gros « beau gosse ». Lorsque Leopoldo, sans doute Victor, a téléphoné à Sylvia le lendemain de leur visite, elle a clairement ressenti qu'il tentait de la séduire. Il se montrait trop gentil, disait que j'étais jolie. C'est comme cela que cela a commencé, dira-t-elle plus tard. Mais derrière les compliments, un message inquiétant. On lui dépeint Oswald comme une arme humaine, un homme capable de tuer Kennedy, de partir en mission à Cuba, et qu'on pourrait utiliser. Et c'est peut-être bien ce qu'ils ont fait. L'escorte numéro 26. Le mystérieux Hernandez. Le premier incident digne d'attention met en scène Robert McEwen, un ancien trafiquant d'armes américain bien connu pour avoir soutenu la révolution cubaine contre le régime de Batista. McEwen avait activement participé à l'acheminement clandestin d'armes depuis la Louisiane vers Cuba, via les ports mexicains, au profit des forces révolutionnaires de l'île. Condamné pour infraction aux lois sur les armes, il accéda par la suite à une certaine notoriété lorsque Fidel Castro, peu après sa prise de pouvoir, se déplaça en personne pour lui rendre visite. Témoignage éloquent du rôle qu'avait joué McEwen dans l'effort révolutionnaire. Au fil de ses nombreux voyages maritimes vers Cuba, McEwen fit la connaissance de plusieurs combattants engagés dans la Révolution. L'un d'eux, Jorge Sotus, camarade d'armes et ami de Carlos Hernandez, fut arrêté et condamné en même temps que lui. C'est dans ce contexte que, selon ses déclarations au FBI et plus tard devant la commission d'enquête du HSCA, McEwen fut approché à l'été 1963, ou tout septembre, par deux individus se présentant à son domicile. Ils lui affirmèrent savoir qu'il avait déjà trafiqué des armes et lui proposèrent d'en vendre pour soutenir une révolution en préparation au Salvador. Ce type d'approche n'était pas anodin. À cette époque, Cuba était soupçonné de soutenir activement les mouvements révolutionnaires de gauche en Amérique centrale, notamment au Salvador, pays qui sombrerait quelques années plus tard dans une guerre civile largement influencée par les réseaux de soutien cubains. D'un point de vue strictement objectif, cette tentative d'approche envers McEwen pouvait fort bien s'interpréter comme une initiative émanant d'agents cubains impliqués dans des opérations clandestines, cherchant à réactiver les anciens canaux d'approvisionnement. Une telle démarche s'inscrivait d'ailleurs pleinement dans les centres d'intérêt idéologiques de Lee Harvey Oswald. Encore engagé dans les Marines, il avait déjà exprimé son désir de se rendre à Cuba pour rejoindre la révolution contre Batista, ou à défaut, de s'engager dans des luttes similaires contre des régimes autoritaires et corrompus d'Amérique centrale. Ce qui rend cet épisode particulièrement intéressant, c'est la nature insistante des deux hommes. Lorsque McEwen refusa de considérer la vente d'armes, l'un d'eux, que McEwen identifia plus tard comme étant Lee Harvey Oswald, ou du moins quelqu'un lui ressemblant de manière frappante, tenta de le convaincre en lui offrant une somme démesurée pour l'achat d'un fusil à lunettes. McEwen refusa à nouveau. Mais il reconnut l'un des deux hommes, un ancien trafiquant d'armes cubain qu'il connaissait uniquement sous le nom de Hernandez. Ce détail est d'une importance capitale. Carlos Hernandez, tout comme Victor Espinosa Hernandez, avait été impliqué dans une perquisition menée par le FBI dans la région de Lacombe,
près de la Nouvelle-Orléans. Tous deux sont d'ailleurs fortement soupçonnés d'être les fameux Cubains de passage, aperçus en compagnie d'Oswald dans cette même ville. Le lien entre Oswald et Carlos Hernandez à la Nouvelle-Orléans devient d'autant plus crédible que Jorge Sotus, le camarade de McKeown condamné à ses côtés, avait lui-même été un proche de Manuel Artimé, figure majeure de la lutte contre Batista, opérant dans la Sierra Maestra. Comme nombre d'anciens partisans d'Artimé, Sotus finit par rompre avec le régime castriste et rejoignit les rangs de la brigade 2506 formée par la CIA. Il y est répertorié sous le nom de Jorge Sotus dans l'unité Marina Escalón Retaguardia. Carlos Hernandez suivit une trajectoire presque identique. Révolutionnaire à ses débuts, il devint à son tour un exilé anticastriste et fut intégré à cette même brigade de la CIA. Sotus et Hernandez y reçurent tous deux une formation spéciale en infiltration et participèrent à plusieurs missions maritimes sous l'égide du projet Amaz. L'opération Yeast, dirigée par Sotus, en constitue un exemple emblématique et elle impliqua directement Carlos Hernandez. Compte tenu de ces liens étroits et durables entre Sotus et Hernandez, l'identification par McKeown de Hernandez comme étant la personne ayant accompagné Oswald à Houston soulève certainement la possibilité que le Cubain était bien Carlos Hernandez. Cela suggère également la possibilité que Carlos Hernandez ait été l'un des Cubains mystérieux qui avaient contacté Oswald à la Nouvelle-Orléans, l'un des individus qui auraient secrètement établi le contact avec lui, se présentant comme des partisans du régime cubain ou peut-être même comme des agents de Castro pour le manipuler. Si le FBI avait poursuivi sérieusement les informations transmises au sujet d'Oswald par le DRE à la diplomate Claire Booth Lucey, ou s'il avait étudié avec rigueur les rapports faisant état de la présence de Cubains inconnus à Houston et à la Nouvelle-Orléans en compagnie d'Oswald, il aurait sans doute trouvé des éléments suggérant que l'homme accusé d'avoir tué le président JFK avait été en contact avec des figures gravitant dans des milieux troubles et clandestins. Ce type de lien aurait pu être interprété comme l'indice d'un complot impliquant une cellule d'agents cubains opérant secrètement sur le sol américain. Par ailleurs, si McKeown avait effectivement vendu un ou plusieurs fusils à ces deux hommes, et si l'un d'eux s'était avéré être Oswald, l'affaire aurait pris une toute autre tournure. Un tel élément aurait pu établir un lien matériel direct entre le meurtre du président et une origine cubaine, avec toutes les implications diplomatiques et géopolitiques que cela aurait pu entraîner. L'escorte numéro 28, le géant barbu du stand de tir. La quatrième figure énigmatique évoquée est celle d'un homme bien plus imposant, repéré dans un stand de tir aux côtés d'un individu ressemblant à Oswald. Un certain Floyd Davis, responsable d'un stand de tir, se souvient d'un homme à la barbe noire qui occupait le stand numéro 7, en compagnie d'Oswald. Davis précise que ce barbu était très grand, plus d'1,82 m, et pesait environ 113 kg, une vraie armoire à glace, silencieuse et méfiante. Davis, intrigué par son comportement, ira même jusqu'à relever le numéro de sa plaque d'immatriculation. Sa femme, Virginia Davis, confirme avoir vu ce même homme le jour où Oswald était également présent. Ce barbu portait de gros cache-oreilles rouges et avait une allure très marquante, large d'épaules, corpulent, une grosse barbe noire. Elle le décrit comme ressemblant à un type à la Castro. Enfin, Garland Slack, qui se plaignit d'Oswald ce jour-là, et sa femme corrobore ce témoignage. Il parle d'un grand homme barbu, vêtu d'une chemise en flanelle rouge et d'un pantalon vert. Il tirait avec de grosses armes depuis l'un des stands. Il semble que la personne qui fournissait ses escortes à Oswald n'avait pas une très grande écurie où puiser. Les mêmes profils reviennent souvent. Parmi eux, un autre nom émerge, René Espinosa Hernandez, frère de Victor, impliqué dans une opération de bombardement avortée contre Cuba. Il était actif aux côtés de Carlos Hernandez, mais malheureusement aucune photo connue de René ne circule à ce jour.
Bonus, l'escorte finale, le couple diabolique. Cette ultime escorte ne figure pas dans les Garrison Files et, de ce fait, n'a pas été mentionnée dans l'article de Paul Blow. Elle fait toutefois l'objet d'un traitement rigoureux et documenté dans la monographie de recherche The Redbird Airfield Leads, publiée en 2022 par deux éminents spécialistes de l'affaire Kennedy, Larry Hancock et David Boylan. Après l'assassinat du président, un rapport pour le moins intrigant a été transmis au FBI. Il provenait de Dallas et évoquait la présence de Lee Harvey Oswald en compagnie de Cubains non identifiés. Peu après les événements tragiques du 22 novembre 1963, Wayne January, responsable des services aériens à l'aérodrome de Redbird, situé en périphérie de Dallas, contacta le FBI pour signaler un épisode survenu quelques jours auparavant. Un homme et une femme s'étaient présentés à lui dans le but d'affréter un avion pour un vol longue distance, prévu dans l'après-midi même du 22 novembre. Ils avaient mentionné le Mexique, peut-être le Yucatan. Le couple lui avait posé plusieurs questions techniques sur l'autonomie de l'appareil, ce qui l'avait amené à suspecter qu'ils envisageaient un possible détournement vers Cuba. Ils étaient arrivés à bord d'une vieille voiture, mal vêtue, et semblaient manifestement incapables de financer une telle opération, notamment les frais du pilote. January nota également qu'une troisième personne, restée à l'intérieur du véhicule, les accompagnait. Après l'assassinat, il fut frappé par la ressemblance frappante entre cet individu et Lee Harvey Oswald. Le manque d'intérêt du FBI pour son signalement, doublé de l'insistance étrange des agents à explorer un lien potentiel entre lui et Jack Ruby, découragea January de poursuivre ses démarches. Il fut d'autant plus troublé lorsque plus tard, on lui montra une copie officielle de son entretien. Le rapport indiquait que l'incident avec le couple et l'homme resté en voiture s'était produit plusieurs mois avant l'assassinat et non quelques jours auparavant. Or, January était formel. Il avait donné au bureau une date précise, située seulement 2 ou 3 jours avant l'arrivée de Kennedy à Dallas. Il souligna que c'est justement la proximité de cette visite présidentielle qui l'avait motivé à faire un signalement. Fait intéressant, une serveuse déclara qu'Oswald était arrivé en retard à son petit déjeuner habituel au restaurant Dobbs House le 20 novembre et qu'il semblait d'humeur particulièrement maussade. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'on ne lui avait pas permis de prendre part à la discussion autour de l'affrètement de l'avion, ou bien que le projet était encore en cours de préparation. Si ce témoignage reste anecdotique, il est important de noter que le Texas School Book Depository n'utilisait pas de système de pointage. Les employés étaient notés au fil de la journée par leur superviseur. Vu la taille du bâtiment et le stockage réparti sur plusieurs étages, un simple retard n'aurait sans doute pas été remarqué ou tout au plus sanctionné par une remarque verbale. Tout laisse à penser que ces Cubains manipulaient Oswald, exploitant ses obsessions personnelles en lui donnant l'illusion de l'aider à atteindre son but, une véritable fixation cubaine. Ont-ils utilisé sa crédulité pour le piéger et faire de lui un bouc émissaire rattaché à Castro? Lui ont-ils soufflé l'idée d'un détournement d'avion vers Cuba, en l'enjolivant comme une mission héroïque qui le ferait apparaître aux yeux du peuple cubain comme un militant dévoué à la révolution? Peut-être était-ce bien cela qui occupait l'esprit d'Oswald les jours et l'heure précédant l'assassinat. À la Nouvelle-Orléans, il avait déjà évoqué avec Marina l'idée de détourner un avion de ligne ou un appareil plus modeste, et même envisagé qu'elle l'accompagne avec une arme à feu. Elle avait catégoriquement refusé et il avait abandonné le sujet. Mais à l'époque, un tel geste semblait pour lui un moyen radical et spectaculaire d'atteindre son rêve cubain, apparaître
sur le tarmac de la Havane, comme un exilé révolutionnaire. Les détournements d'avions à destination de Cuba étaient alors fréquents et depuis 1961 considérés par certains comme de véritables actes de propagande politique. En mai de cette même année, un passager à bord d'un vol entre Miami et Key West avait sorti un pistolet et prononcé pour la première fois cette phrase devenue célèbre : « Allons à la Havane ». Bien que risqués, les détournements d'avions charter disposant de l'autonomie suffisante semblaient, en comparaison des lignes commerciales, plus sûrs. Si un tel plan avait bel et bien été suggéré à Oswald, cela pourrait expliquer bien des comportements inhabituels de sa part le 22 novembre. Son départ précipité du dépôt de livres, le revolver qu'il avait sur lui, son attitude étrange au Texas Theatre, où il semblait chercher quelqu'un, et même la carte Idol retrouvée sur lui, pourrait s'inscrire dans cette logique. Cette carte était liée à ses activités pro-cubaines à la Nouvelle-Orléans, et dans notre étude approfondie du personnage d'Oswald, un tel projet, aussi risqué soit-il, correspondait pleinement à sa psychologie. Ne jamais renoncer, toujours explorer une autre issue, quitte à tout risquer. Et pourtant, ces actions, conjuguées à la présence d'un fusil préalablement placé au dépôt de livres par ceux qu'il prenait pour ses alliés, allaient conduire Oswald vers une arrestation brutale, tandis qu'il était persuadé de son innocence, sans avoir la moindre idée du piège dans lequel il était tombé. Il est tout à fait plausible d'imaginer qu'Oswald, frustré par ses tentatives infructueuses pour rejoindre Cuba, ait été séduit par un nouveau plan audacieux. Le détournement d'un avion qu'il avait déjà envisagé quelques mois auparavant avec Marina. Il aurait pu apparaître comme un exilé politique en quête d'asile, exactement comme il s'était présenté à Mexico. L'affaire Redbird pourrait alors être interprétée comme une manœuvre pour contrôler Oswald et ses déplacements durant la semaine de l'assassinat, ou peut-être seulement le jour même, dans un scénario où il aurait été incité à quitter son travail à un moment précis pour rejoindre un lieu convenu à l'avance. Même si nous savons que le plan d'affrètement à Redbird a échoué, il est impossible de déterminer ce qu'Oswald savait de cette tentative, ou ce qu'il en avait compris. Il est tout aussi difficile d'évaluer ce que le couple savait réellement. Peut-être croyait-il participer à une simple opération de propagande anticastriste impliquant Oswald, organisée par le DRE, avec ou sans l'aval de la CIA. Mais il se peut aussi qu'un dessein bien plus sinistre se cachait derrière cette initiative. Mais qui pouvait bien être ce couple de Cubains non identifiés, composé d'un homme et d'une femme? L'un des noms qui s'impose naturellement est celui de Manuel Salvat, figure centrale des activités de propagande du DRE. Salvat était accompagné de sa petite amie, Anita Diaz Silveira, secrétaire et militante active du groupe. Tous deux se trouvaient à Dallas à l'automne 1963. Salvat lui-même a confirmé un premier déplacement dans la ville, tandis qu'un membre local du DRE a évoqué la possibilité d'un second séjour en novembre. Le groupe, farouchement anticastriste, n'hésitait pas à agir de manière autonome, sans l'aval de la CIA, et bénéficiait d'une couverture médiatique importante, notamment dans les pages de Life et Time. L'action de plus en plus indépendante du DRE inquiétait sérieusement la CIA. Avec le temps, Salvat et Juan Francisco Blanco Fernandez, responsables militaires du DRE, avaient pris le contrôle de l'organisation et adopté une attitude de plus en plus hostile à l'égard de l'agence. Une note marginale dans un projet de rapport interne à la CIA illustre ce climat tendu. Salvat avait écrit à des amis à Miami
pour leur faire part de cette situation, à savoir que la CIA ne fournissait pas un soutien adéquat au DRE et avait menacé de tuer les agents de la CIA impliqués si quelque chose arrivait à Mueller à cause des erreurs de l'agence. Salvat, activement engagé à Cuba contre Batista, puis contre le virage communiste et du régime castriste, s'était ensuite illustré comme leader d'un DRE engagé dans les actions militaires. Il avait coordonné l'un des raids les plus médiatisés du DRE contre le port de la Havane à l'aide d'un canon de 20 mm fourni par Carlos Hernandez. Nonobstant le fait que la mission elle-même ait été présentée comme totalement indépendante et non sanctionnée par la CIA, Salvat et Hernandez avaient tous deux participé à des activités opérationnelles et de propagande pour la station de la CIA à Miami, immédiatement avant et après le raid. Ironie du sort, bien que Salvat soit devenu largement incontrôlable, il continua néanmoins à percevoir une rémunération de l'agence jusqu'en 1966.